Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur le chapitre 3. Le chapitre 3, ça va porter sur les circuits électriques, donc l'énergie, l'électricité, des sujets très importants dans la vie courante. Donc, ce qui est cool avec votre cours d'électricité, c'est que, bon, ok, vous êtes obligé de le suivre, mais au moins, après ce cours-ci, vous aurez une meilleure compréhension de ce qu'est un courant électrique, le, le pouvoir de la société moderne. On n'est même pas moderne. Faudrait dire une société moderne. Est-ce que c'est contemporain le mot? Je sais pas. Je pense qu'il faut dire contemporain. D'une société contemporaine. Une chance que je suis pas prof d'histoire ou de français. Ok, peu importe. Le courant électrique, qu'est-ce que c'est? En général, ce sont des électrons qui se déplacent à travers un fil et ça crée un courant électrique. Mais plus précisément, ce sont les électrons libres qui sont capables de se déplacer. Les électrons libres, c'est toujours les électrons qui se trouvent sur la dernière couche. Fait que si je prenais par exemple le cuivre 63, qui est l'isotope du cuivre le plus couramment utilisé dans les fils, c'est quoi un isotope? Petit rappel peut-être de chimie. En gros, un élément chimique, c'est défini par la quantité de protons qui se trouvent dans son noyau. Mais après ça, il peut y avoir différentes quantités de neutrons et dépendamment de s'il y a un neutron de plus ou un neutron de moins, ça fait un isotope différent. Donc le cuivre 63, c'est fait de 29 protons et pour se rendre au nombre 63, il faut qu'il y ait 34 neutrons. Quand on les additionne, ça donne 63. Les atomes, en général, dans la nature, on les trouve neutres. Donc s'il y a 29 protons, il y a 29 électrons pour balancer la charge. Maintenant, je vais vous montrer comment est-ce qu'on les place, ces électrons-là, et ainsi comment est-ce qu'on détermine combien d'électrons libres dans un cuivre 63. Alors, première couche, il y a 2 électrons. Dans la deuxième, on en place 8. Et finalement, dans la troisième, on en place 18. Ce qui fait qu'il nous reste juste un électron à placer dans la dernière couche. Un isotope de cuivre 63 a seulement un électron libre. Et c'est celui-ci qui va se déplacer dans un fil et générer ainsi le courant. Dans le fil, il y a donc plusieurs atomes de cuivre. J'en ai juste dessiné quelques-uns, mais en vrai, il y en a vraiment beaucoup plus que ça. Et pour simplifier mon schéma, je vais juste représenter les électrons libres par des petits points bleus. On va voir ensemble que le courant I, c'est décrit par cette expression. Mais comment est-ce qu'on arrive à cette expression? Donc, par définition, un courant, disons qu'on avait un fil et une section de fil P. Dans le fond, une section, ça veut toujours dire une aire, genre côté fois côté. Donc, on a notre fil, on a une aire circulaire et le courant, qu'est-ce que c'est? Ça représente la charge qui passe à travers cette section d'air à chaque seconde. Le courant I, c'est égal à la charge Q divisée par delta T, donc ça va être des coulombs par seconde, mais l'unité du courant, on va appeler ça l'ampère. Donc 1 ampère, c'est 1 coulomb par seconde. Pour comprendre c'est quoi la charge totale, en fait, il faudrait savoir il y a combien d'électrons, et là, une fois qu'on sait il y a combien d'électrons qui passent dans cette section, on peut juste faire fois E, qui est la charge d'un seul électron. Si on veut savoir c'est quoi ce nombre d'électrons, on peut commencer par définir une nouvelle variable, n minuscule, qui est la densité des électrons libres. Donc en fait, c'est le nombre d'électrons par mètre cube dans le matériau. Si je veux savoir la quantité totale, il faut que je sache en fait c'est quoi le volume d'intérêt. Comment est-ce qu'on définit ce volume d'intérêt? En gros, on a des électrons qui se déplacent à une certaine vitesse. Cette vitesse-là, on l'appelle la vitesse de dérive. Pourquoi on appelle ça dérive? Ok, je vais vous expliquer. De base, dans un fil, dans un matériau, les électrons libres, ils vont avoir ce qu'on appelle une vitesse thermique. Juste parce qu'il y a une certaine température qui existe, en général, les électrons sont pas immobiles. Ils vont bouger dans tous les sens de façon aléatoire. Souvent, c'est de l'ordre de 10 km par seconde. Donc, c'est très, très, très rapide. Alors, globalement, il faut juste aller aléatoirement et donc, il n'y a pas de courant dans un fil de base. Mais qu'est-ce qui génère un courant? Qu'est-ce qui pourrait faire qu'il y ait un courant? C'est si on appliquait une différence de potentiel aux bornes du fil. Donc, si j'appliquais un potentiel à un certain endroit puis à un autre, comme on sait que entre des différences de potentiel, il existe un champ électrique et que des électrons, c'est sensible à ce champ, en appliquant cette différence de potentiel, ça fait que les électrons vont bouger dans une certaine direction. Ils vont avoir encore leur vitesse thermique dans tous les sens, mais en plus de ça, quand on rajoute une différence de potentiel, globalement, ils vont avoir une certaine vitesse vers la droite ou vers la gauche. Souvent, cette vitesse de dérive-là, ça va être de l'ordre de 1 mm par seconde. Et ça, quand un électron a une vitesse de dérive de 1 mm par seconde, ça génère un courant de 10 ampères. On va le voir dans les laboratoires, mais 10 ampères, c'est un courant très très fort. Mais malgré que ce soit un très gros courant, en vrai, les électrons, ils se bougent juste de 1 petit millimètre par seconde. Donc,
Je trouve que ça, c'est un fait quand même intéressant. On a l'impression que comme tout bouge ultra vite, mais en tant que tel, les électrons, ils vont juste se déplacer de 1 millimètre par seconde. Juste pour vous donner une idée de c'est quoi cette grandeur d'ampère, je vais vous dire qu'un ampère, en général, je vais aller chercher mes faits parce que je ne me rappelle pas par cœur. 10 ampères, ça serait le courant qui passe dans un défibrillateur pendant 5 millisecondes. On sait que les défibrillateurs, pour nous ressusciter, là, c'est un courant vraiment, vraiment fort. Puis ça, c'est 10 ampères. Donc, malgré que ce soit un courant ultra fort, si vous vouliez vous imaginer les électrons en tant que tels, vous pouvez vous les imaginer en train de se déplacer à seulement 1 millimètre par seconde. Donc voilà, juste une petite idée de c'est quoi cette vitesse de dérive qui génère un courant. Donc on parle de dérive parce que en tant que tel, ils vont toujours dans tous les sens, mais en même temps, ils dérivent dans un certain sens. Voilà. Fin d'explication sur c'est quoi vitesse de dérive. Alors, je retourne au concept de volume d'intérêt pour trouver combien d'électrons au final qui passent dans cette section de fil. Disons que l'électron se déplaçait d'une distance d. Si il a une vitesse v, alors la distance d, ça va être égal à v fois t. C'est quoi ce volume? En fait, il faut juste faire la distance fois l'air. Et l'air, ça va être l'air du fil circulaire. Donc, au final, le volume, on pourra juste faire r fois distance d et ça fait le volume d'intérêt. Donc, au final, on trouve cette nouvelle expression pour la quantité d'électrons que je peux ainsi rentrer dans ma formule de courant et je trouve donc l'expression que je vous fais apparaître quelque part dans l'écran. Et les delta t s'annulent et au final, je trouve donc que le courant, ça donne n fois E fois l'air fois la vitesse de dérive. Et bon, voilà, c'est tout. Donc voici la définition du courant. Ok, maintenant que j'ai fini de vous expliquer c'est quoi le courant, je vais juste vous expliquer c'est quoi qui a généré. En fait, tantôt, j'ai juste dit « Ah, on va appliquer une différence de potentiel aux bornes du fil et voilà, un courant va être généré. » Mais c'est quoi qui génère cette différence de potentiel? En gros, ça va être des piles, souvent des piles électrochimiques. Chimique parce qu'en gros, dans la pile, il va y avoir des réactions chimiques qui vont se passer. De base, la pile, elle est électriquement neutre. Fait qu'il y a autant de protons que d'électrons. Mais à cause des réactions chimiques qui vont se passer, il va y avoir une accumulation de protons à une certaine borne de la pile et surplus d'électrons dans l'autre borne de la pile, ce qui crée cette différence de potentiel. Et ainsi, si je branche ma pile à un fil, le fil est composé de plein d'électrons qui, si c'était pas branché à une pile, il irait juste dans tous les sens et ne générerait pas un courant. Mais dès qu'il y a une pile de branchée, ce qui arrive, c'est que comme elle a des bornes de potentiel différentes, les électrons vont se mettre en mouvement. Les électrons qui se trouvent dans le fil vont être attirés par la borne positive, alors que les électrons en surplus, eux, vu qu'il y a de plus en plus d'électrons qui rentrent, eux, ils vont vouloir sortir de la pile, donc eux, ils vont être pompés par la pile dans le fil électrique. Mais au final, il faut s'imaginer que les électrons se déplacent de façon continue, au même rythme qu'ils se déplacent dans le fil, au même rythme, ils rentrent dans la pile et ils en sortent. Donc globalement, tout reste neutre, mais il y a quand même un courant électrique de générer. Alors maintenant, je vais passer à la situation pour notre section actuelle, qui est la section 3.3. Alors dans cette situation, on a un fil de cuivre de 0,5 mm de rayon. On dit qu'il transporte un courant de 10 ampères. On désire calculer la vitesse de dérive des électrons, sachant que le cuivre a une masse volumique de 8,94 g par cm3, une masse molaire de 63,55 g par mol, et un électron libre par atome, comme je vous ai décrit tantôt. Si je prends mon équation de courant, je peux voir que la vitesse de dérive se trouve dans cette équation, donc si je peux isoler la vitesse de dérive dans cette équation, alors j'ai le courant I qui valait 10 ampères selon mon énoncé. Et là, je vais diviser par la charge d'un électron que je connais, 1,6 fois 10 à la moins 19 coulombs, et fois l'air. L'air du fil ici, ça va être l'air d'une section de fil, donc c'est une section circulaire puisque c'est un fil cylindrique. Et l'air d'un cercle, c'est pi r carré. Et comme on nous a donné le rayon, je peux trouver l'air. Il nous manque juste une chose pour arriver à trouver la vitesse de dérive, ça va être la densité d'électrons libres par mètre cube, la variable n minuscule. Je vais vous montrer comment est-ce que ça fonctionne de mon cerveau, comment est-ce que je peux trouver cette densité. Je sais que c'est le nombre d'électrons par mètre cube. Donc, je vais vouloir trouver il y a combien d'électrons dans un mètre cube. Mais en ce moment, on a seulement la masse volumique du cuivre et sa masse molaire. Donc, on n'a pas directement il y a combien d'électrons par mètre cube, mais avec ces deux informations-là, on va être capable de la trouver. Comment est-ce que j'aime fonctionner? Moi, c'est par facteur. En gros, je vais prendre toutes ces petites relations et je vais vouloir les multiplier ensemble pour à la fin arriver à des unités d'électrons par mètre cube.
je sais que j'ai un électron libre par atome. Donc, cool, je peux garder électron en haut, mais je veux me débarrasser du atome. Je veux savoir, il y a combien d'atomes, en fait, au final, dans un mètre cube pour savoir, pour arriver à ce que je cherche. Je sais que, en général, dans une mole, il y a le nombre d'Avogadro d'atomes, donc je vais vouloir multiplier par ce facteur. Mais là, je veux pas avoir des moles. Je veux vouloir me débarrasser des moles et j'ai la relation qu'il y a 63,55 grammes par mole. Comme les moles se trouvent au dénominateur, le facteur que je vais utiliser, je vais mettre le 1 mole au-dessus et je vais diviser par les grammes. Maintenant que je veux me débarrasser des grammes, j'ai aussi la masse volumique. Donc, comme je veux me débarrasser des grammes qui sont au dénominateur, je vais multiplier en haut par des grammes, comme ça les grammes s'annulent, et je divise en bas par les centimètres cubes. Mais moi, je cherchais des mètres cubes et donc je veux juste convertir. Dernier facteur de conversion à utiliser, c'est le facteur de conversion qui met en relation les centimètres et les mètres. En général, il y a 100 centimètres dans 1 mètre et tout ça, je dois mettre au cube pour arriver à des mètres cubes. Et là, voilà ma belle équation qui met plein de petits facteurs, un à côté de l'autre. Et en gros, les facteurs, c'est que je mets un par-dessus l'autre des égalités. Donc, des mètres et des centimètres, je trouve leur relation ensemble, je les divise l'un par l'autre, et pour savoir lequel je mets en haut et lequel je mets en bas, il faut que j'utilise ma petite logique pour savoir qu'est-ce qui va permettre d'annuler les unités dont je voulais me débarrasser. Alors voilà comment j'ai fait pour arriver à ma densité d'électrons libres. Et maintenant, je fais tout ce calcul et j'arrive donc à une quantité de 8,47 fois 10 à la 28 électrons libres par mètre cube. Bon, un nombre d'électrons, c'est pas vraiment une unité, donc on veut juste écrire mètre cube à la moins 3 parce que c'est au dénominateur. Ok, c'est ça, j'ai fini. J'ai trouvé ma densité d'électrons libres, je la rentre dans mon équation et je calcule ma vitesse. Si je l'écris différemment, cette vitesse, je peux voir en fait que ça représente 0,94 mm par seconde. Donc c'est de là que venait en fait tantôt mon estimation que dans 10 ampères, en fait, ça représentait une vitesse de dérive de 1 mm par seconde. C'est avec tout ce beau calcul. Et voilà, fin de la vidéo qui portait surtout sur le courant électrique et la vitesse de dérive des électrons. Merci pour votre écoute et à la prochaine.